tous assis. Voilà. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas beaucoup de voix pour aujourd'hui. Merci au petit virus qui est passé. Aujourd'hui, on va parler dans cette conférence du digital et des maladies rares. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Becca, je suis cofondateur de Digital Pharma Lab, et qui est une société de conseil en innovation numérique dans le domaine de la santé. Alors, autour de cette table, nous aurons Chloé Barrière, qui travaille dans une association de patients, l'ARSLA, Thibaut Guimard, qui est le patron de l'innovation des laboratoires Biogène en France, et Sabine Roumangous, Solange Roumangous, qui s'occupe de la base nationale de données des maladies rares. Alors, très rapidement, et puis, bien sûr, évidemment, et je ne l'oublie pas, le docteur Charles Prado, qui est en direct du CHU de Strasbourg, et qui introduira exactement ce qu'il fait, et qui est un grand spécialiste des soins de rééducation dans le domaine des maladies rares neurodégénératives. Donc, les maladies rares aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 7000 maladies rares. Et en France, il y a 3,5 millions de patients qui sont atteints de maladies rares. C'est-à-dire que les maladies rares collectent le maximum de patients loin devant les autres pathologies. Évidemment, dans ces maladies rares, il y a énormément de maladies différentes. Et aujourd'hui, quand on va parler de digital et comment le digital peut aider dans les maladies rares, on va plutôt s'intéresser aux maladies neurodégénératives, dont certaines sont particulièrement difficiles pour les patients. Donc, en France, on a beaucoup de chance parce que on annonce cette année le 4e plan maladies rares. Ça fait 20 ans que la France s'est dotée de plans maladies rares, ce qui permet aujourd'hui d'avoir plus de 600 centres de référence de maladies rares, et ce qui fait de la France un des pays les plus avancés en termes de prise en charge des maladies rares, que ce soit par des professionnels de santé comme le docteur Prado, ou que ce soit en termes d'accueil des patients. Alors, on va commencer très rapidement par présenter nos différents hôtes. Et si vous voulez bien, on va commencer par vous, Chloé. Bonjour. Alors, vous mettez bien sous le... Bonjour. Voilà. Je suis Chloé Barrière, ergothérapeute à l'association ARSLA, qui accompagne des personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot. Merci. Donc, Thibaut. Donc, moi, c'est Thibaut Guimard, je suis directeur de l'innovation, des services et du digital au sein de Biogène, qui est une biotech qui travaille dans les maladies rares, mais également dans la sclérose en plaques plus traditionnellement. Voilà, maladie neurodégénérative. Donc. Et puis Solange Roumangous. Bonjour à tous, je suis Solange Roumangous, chef de projet, responsable des partenariats au sein de la Banque nationale des maladies rares, que donc a été le fruit d'un long travail entre les 23 filières maladies rares qui existent en France et qui est assez particulier, qui n'existe pas dans les autres pays, et donc un travail en collaboration avec l'AP-HP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Merci. Et puis le docteur Prado qui est à Strasbourg et qui vient de finir sa consultation. Alors, je suis désolé, mais on ne vous entend pas très bien. Est-ce que la régie peut nous... Bon, on va continuer. Mais bon, je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Non, pas du tout. Tout le monde a l'air désespéré. Bon, alors, entre moi qui ai une extinction de voix et le Zoom qui ne fonctionne pas, vous avez beaucoup de chance. Alors, pour l'instant, on va continuer. On va se polariser un petit peu sur nos hôtes ici. Mais docteur Prado, surtout ne partez pas.
Solange, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette banque de données? Oui, tout à fait. Donc, la Banque nationale des données des maladies rares a été le fruit donc d'une collaboration entre experts qui ont établi donc un set de données minimum pareil pour tous les patients atteints de maladies rares à collecter pour permettre un meilleur suivi et donc avoir à disposition ces données pour mieux comprendre les parcours de soins et comment améliorer les pratiques de soins. Donc concrètement, ça a été possible en déployant une application au sein des hôpitaux qu'utilisent quotidiennement en soins courants les médecins et qui permet donc de recueillir ce set de données minimum qui est ensuite téléversé dans la Banque nationale des maladies rares, qui est donc un entrepôt de données de santé, qui est ensuite mis à disposition pour des études de pilotage de soins ou également pour des études épidémiologiques, donc à la fois chez les industriels et les instances publiques. Donc, la première grande originalité finalement de cette banque, c'est d'avoir cet outil de collecte. Voilà, qui un s'appelle outil Bamarin. digital, une plateforme déployée au sein des établissements qui fonctionne en mode autonome, c'est-à-dire que le médecin saisit directement les données du patient dans l'application et on a aussi un mode connecté qui est de plus en plus en train de se déployer mais qui prend du temps bien évidemment et qui permet de récupérer directement certaines données du DPI et les téléverser directement dans l'application. D'accord, donc un outil simple de collecte de données qui permet ensuite de faire de la recherche, du suivi de patients, etc. Donc, qui est multi-usage. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Donc, Thibaut, si tu veux pouvoir également donner plus de précision. Oui, effectivement. Tout à l'heure, je me présentais. Effectivement, je rappelle pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas Biogène, nous sommes du coup une biotech pionnière dans l'innovation scientifique. On est présent depuis les années 78. On a démarré de la recherche d'abord dans la sclérose en plaques. Et aujourd'hui, on est présent donc, sur cette table ronde sur le sujet des maladies rares, puisque nous avons plus de 10 ans d'expérience dans les maladies rares au travers d'une solution thérapeutique qui est proposée dans de la myotrophie spinale. Mais également, aujourd'hui, on a l'opportunité de mettre à disposition des patients des solutions thérapeutiques dans d'autres maladies rares. Je pense en particulier à la maladie de Charcot, sur une forme très particulière de la maladie de Charcot, mais également dans l'ataxie de Friedreich, qui est l'ataxie cérébelleuse la plus commune et qui touche entre 1500 à peut-être 2000 patients. On n'a pas forcément des données très précises aujourd'hui, mais c'est justement dans les collaborations comme avec la BNDMR qu'on espère pouvoir en savoir plus. Et donc au-delà des solutions thérapeutiques que Biogène propose, nous avons aussi une démarche depuis plus de 7 ans et même avant aujourd'hui, dans lequel on est engagé à apporter aux patients atteints de maladies neurodégénératives et de maladies rares spécifiques sur lesquelles on a des solutions thérapeutiques. On a aussi des solutions digitales qu'on met à disposition de ces patients pour les accompagner, mais aussi des professionnels de santé. C'est dans ce cadre-là également que je partagerai un peu plus tard une des solutions sur lesquelles qu'on a déployé l'année dernière en France en particulier, en collaboration avec les différents acteurs. Alors, Chloé, on arrive à vous, mais d'abord, on va refaire un essai avec le docteur Prado. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, qu'on comprenne mieux, puisque tout à l'heure, on n'a pas bien compris. Donc, si vous pouvez nous réexpliquer votre activité. Voilà, donc vous m'entendez mieux ? Parfait, parfait. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. Je suis praticien hospitalier au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'ai une activité au sein du centre de référence des maladies neuromusculaires à l'hôpital de Haute-Pierre, dans le service de neurologie. Et puis j'ai une activité au sein de l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau, donc qui dépend de l'UGCAM. Je suis spécialisé en rééducation neurologique et j'ai une grosse partie de mon activité donc, qui s'intéresse à la prise en charge des patients atteints de maladies neuromusculaires. On va développer beaucoup de programmes d'activité physique et de rééducation personnelle avec des programmes personnalisés ciblés voilà, dans ces maladies qui souvent n'ont pas forcément de traitement. Donc c'est une pierre angulaire de la prise en charge des patients. Merci beaucoup et on vous entend très bien. Chloé, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux votre rôle et l'activité de votre association ? Oui, bien sûr. Je vais dire quelques mots sur la SLA, qui est une maladie neurodégénérative grave qui affecte progressivement et très rapidement les cellules nerveuses qui contrôlent et dirigent tous les muscles volontaires.
Donc c'est une maladie incurable à ce jour et elle peut tous nous toucher. Aujourd'hui, 8000 personnes vivent avec la SLA en France et chaque jour, 5 personnes apprennent le diagnostic, tandis que 5 personnes décèdent malheureusement en moyenne entre 3 et 5 ans après l'annonce du diagnostic. Donc je vais parler un petit peu de l'association qui a été créée en 1985, qui est reconnue d'utilité publique et qui a 3 grandes missions. La première, c'est de soutenir et financer la recherche avec un budget de plus d'1 million d'euros qui est dédié chaque année. Bien sûr, d'accompagner et d'aider les personnes atteintes de SLA ainsi que leurs aidants, mais aussi les professionnels, et puis de faire porter la voix des malades. Et donc mon rôle en tant qu'ergothérapeute, donc bien sûr, je travaille pour la mission aider et accompagner. Et donc je gère un parc de pré-d'aide techniques qui sont mises à disposition gracieusement auprès des personnes atteintes de SLA dans tout l'Hexagone. Donc ce sont des aides techniques pour faciliter le quotidien, que ce soit la mobilité, que ce soit la communication. Et donc forcément, il y a aussi des aides techniques technologiques. Alors de façon très concrète, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples en quoi le digital peut aider justement, apporte cette aide supplémentaire? Oui, bien sûr. Le digital, il a sa place dès les premiers symptômes dans le cadre de la SLA, qui peut toucher en premier lieu la sphère de la parole. Donc des personnes qui vont perdre la parole très rapidement. Et ils peuvent utiliser des applications de synthèse vocale qui permettent de, entre guillemets, remplacer leur voix. Donc ils vont saisir le texte sur leur smartphone, ils vont taper le texte, et il y a une voix de synthèse qui va énoncer à leur place ce qu'ils veulent dire. Donc ça, c'est une des premières solutions qui est généralement utilisée par les patients. Pour d'autres personnes, la maladie va commencer par toucher les membres supérieurs et donc de fait rendre plus compliqué l'accès à l'outil informatique et en premier lieu au clavier physique. Donc ce qui peut être intéressant pour ces personnes-là, c'est d'utiliser tout simplement un clavier virtuel. C'est des solutions qui sont accessibles dans les paramètres d'accessibilité de Windows, de Mac. Et donc, cela permet à la personne de continuer à utiliser le clavier de manière virtuelle, simplement en cliquant avec la souris. Les commandes vocales sont également très utilisées tant que la personne est en mesure de pouvoir articuler correctement. Avec l'évolution de la maladie, les personnes sont privées de motricité et de parole et bien souvent utilisent une solution qui est une solution de suivi oculaire. Donc en fait, c'est une souris qui est contrôlée par les yeux. Cela fonctionne avec un système d'infrarouge et le reflet des yeux qui est filmé par les caméras du système permet à la personne de pouvoir garder une interaction avec l'ordinateur et donc pouvoir garder une communication de manière alternative. Et ces solutions sont vraiment indispensables dans le quotidien des malades. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour Bamara et la base nationale de données, là, il y a aussi des exemples très précis, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, en fait, là, j'étais plus généraliste. Bamara, bien évidemment, prend en charge tous les patients atteints de toutes les maladies rares. Et donc, il est vraiment destiné aux équipes de soins pour suivre les patients dans l'évolution de la maladie. Mais de plus en plus, on essaye de répondre à des nouveaux défis, des nouvelles questions, et notamment l'accès au traitement. Donc, on s'est positionné, donc c'était un premier pilote qui est devenu un projet concret avec Biogène dans l'accès précoce dans le traitement pour traiter les patients atteints d'ataxie de Friedreich. Donc cette plateforme a permis déjà d'identifier, de savoir la file active aussi qui pourrait être traitée au niveau France, bien évidemment, de pouvoir avoir accès rapidement au traitement à ces patients. Et bon, ça a commencé très récemment, mais il y a aussi d'autres métriques qui sont suivies et probablement ça permet aussi de reprendre des perdus de vue, voilà, d'avoir un suivi très simple et efficace de ces patients et surtout de leur donner accès au traitement et de permettre aux professionnels de santé, donc les médecins, de les suivre comme il faut et dans les temps. C'est vraiment
une base de données qui peut servir à de multiples usages, quoi. On peut plein d'applications possibles. Oui, tout à fait. Donc, Bamara et la BNDMR, c'est toutes les maladies rares. Et là, on est également en train de se positionner dans les cancers rares. Et à plus long terme, on essaye de transposer notre modèle aussi en oncologie. D'accord. Docteur Prado, vous, en quoi le digital vous aide dans votre pratique quotidienne? Alors, je pense que l'arrivée du digital dans la prise en charge des patients, elle est essentielle dans notre domaine, en tout cas de la médecine physique et de réadaptation, au même titre notamment que la robotique, hein, qui s'est pas mal développée ces dernières années. Elles offrent des solutions assez innovantes, notamment pour tout ce qui est suivi et prise en charge. Alors, moi, je m'intéresse particulièrement à ces solutions digitales, notamment sur tous les aspects de l'auto-rééducation, hein, comme on le disait, des programmes de rééducation personnalisés que le patient peut faire en autonomie. Et puis, donc, je parlais de suivi. Donc, ce suivi qui est permis à distance, qui permet un retour régulier sur la motivation du patient, sa perception des prises en charge qu'on lui propose, l'évolution des symptômes comme la douleur, la fatigue. Et en fait, ça facilite le suivi et ça permet d'avoir une adaptation dynamique des soins, d'être beaucoup plus réactif dans le suivi des patients. Ça permet également de renforcer le lien ville-hôpital parce qu'on sait qu'on a des prises en charge pluridisciplinaires qu'on peut proposer en hôpital, ce qui est plus compliqué à faire en libéral. Donc, nous, effectivement, on crée des programmes d'autorééducation, on les élabore au cours de la prise en charge du patient quand il est hospitalisé pour qu'il y ait une continuité des soins quand il sort de notre service. Et puis, ces programmes, grâce à des plateformes collaboratives, donc des solutions digitales, on peut associer le kinésithérapeute qui peut suivre le patient libéral, on peut suivre d'autres acteurs de soins et tous vont pouvoir intervenir. Et donc, renforcer cette continuité, ce réseau ville-hôpital. Voilà, donc ensuite, donc les programmes peuvent être ajustés soit par l'équipe de soins que le patient rencontre à l'hôpital, soit effectivement par les intervenants libéraux. Donc, ce qui permet d'être beaucoup plus dynamique et puis de poursuivre un peu cette approche pluridisciplinaire, hein, parce que actuellement, sans des outils comme ceux-là, en fait, l'approche pluridisciplinaire, elle peut se produire, je dirais, uniquement à l'hôpital et qu'elle va être un petit peu estompée. En tout cas morcelé et beaucoup moins continu en libéral. Voilà, donc on voit que ça complète de manière assez avantageuse les séances de kinésithérapie qu'on peut faire traditionnellement. Et puis, dernier point, ça permet aussi de pallier à certaines limites des fois imposées par la démographie médicale et paramédicale, hein, en resserrant le lien entre l'équipe de soins et le patient. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous utilisez des programmes de télé-réadaptation, de télékinésithérapie, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, j'utilise actuellement Physiomi. Et en tout cas, c'est une base très intéressante. Et on essaye, en tout cas, j'essaye de mettre en place également l'outil Axomove, qui, à mon sens, est un outil très intéressant et très complet, qui intègre effectivement tout ce qui, pour moi, est essentiel dans un outil de télé-rééducation. Merci beaucoup. Axomove, ils sont un peu plus loin, vous pouvez les trouver. Ils exposent aujourd'hui, mais Physiomi, c'est quelque chose que tu connais bien, Thibaut, aussi. Oui, effectivement. Alors, Physiomi, c'est une solution qui est mise à disposition par Biogène. C'est une solution qui a été co-créée justement avec des professionnels de santé, avec des patients et des associations de patients, puisqu'on retrouve en fait dans cette application pour les patients et qui a un site internet pour les kinésithérapeutes ou les professionnels de santé qui accompagnent ces patients atteints de maladies neuromusculaires. En fait, la possibilité de créer des modules. Vous savez, quand vous allez chez votre kinésithérapeute, souvent, il vous fait sur un petit morceau de papier ou parfois en version digitale, il vous rappelle les exercices que vous avez réalisés. Eh bien, c'est la même chose, mais là, ce sont des exercices qui sont réellement adaptés aux besoins des patients qui ont ces maladies rares, neurodégénératives ou des maladies neuromusculaires pour ce qui est de Physiomi. Et donc, on le met à disposition gratuitement des professionnels de santé et des patients.
C'est une solution qui est déployée, qui est en train d'être déployée à travers le monde. En France, justement, avec cette collaboration qu'on a mis en place, parce qu'il y a un message fort que je voulais partager aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas se concentrer sur la solution technique en tant que telle. La vraie problématique qu'on a essayé de résoudre au sein de Biogène en collaboration avec les différentes parties prenantes, c'est vraiment de réfléchir au parcours de santé en fait, et d'essayer de le fluidifier au maximum. On ne peut pas résoudre forcément toutes les problématiques de ce parcours de santé. Par contre, on peut essayer d'en adresser certains morceaux, certaines parties qui sont bloquantes. Et en fait, on s'est rendu compte que les patients, ils viennent à l'hôpital, effectivement. On a un système qui est extrêmement bien fait en France, avec un système centré sur l'hôpital, avec des pôles d'expertise et des filières de santé. Mais les patients viennent une fois, 2 fois, 3 fois par an en fonction de leur pathologie, ce qui n'est pas suffisant pour une prise en charge complète. Et donc, comme le disait le docteur Charles Prado, il y a une prise en charge qui doit se faire aussi en ville en suivi, mais entre 2 visites avec un kiné, quand le kiné parfois est formé ou connaît ses pathologies, on a l'opportunité de pouvoir l'accompagner entre deux moments de prise en charge par un kinésithérapeute, avec justement cette solution qui est utilisée par le soignant lui-même, enfin qui propose finalement ces exercices à réaliser à la maison pour bénéficier d'activités physiques adaptées finalement au domicile. Pourquoi c'est important? Parce que quand un patient qui est atteint d'une de ces maladies, du coup, réalise de l'activité physique adaptée à domicile ou les exercices qui lui sont recommandés par son soignant, il augmente finalement ses chances. Comme avec la thérapie, finalement, la solution thérapeutique, la solution digitale vient améliorer finalement le maintien musculaire, le maintien des capacités cardio-respiratoires et d'autres éléments. Il y a beaucoup de publications à ce sujet. Et donc, on leur donne des chances supplémentaires, finalement, pour ralentir l'évolution de la maladie, de ces maladies qui progressent, et leur permettre, puisque cette application le permet, en collaboration avec le soignant, de fixer un objectif, de se dire, par exemple, moi en tant que patient, je veux pouvoir porter à la bouche cette bouteille pour pouvoir boire seul. Eh bien ça, c'est un objectif qu'ils vont pouvoir fixer avec leurs soignants et ensuite être accompagnés au travers des modules qui sont mis à disposition des professionnels de santé et directement à la maison pouvoir les réaliser eux-mêmes. Donc cette solution s'appelle Physiomie, elle est mise en place aujourd'hui et utilisée par près de 200 professionnels de santé et autant du coup de patients atteints de maladies neuromusculaires après 1 an sur des maladies qui sont extrêmement rares. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Solange, quels sont les projets de la base de données de maladies rares? C'est-à-dire que surtout l'errance diagnostique, l'âge diagnostique, ce sont des problématiques auxquelles donc le projet BNDMR aussi veut répondre. Cette vraiment volonté de collecter de la donnée dans le cadre du soin par la mise en place d'un outil simple et à la fois utile pour suivre les patients. C'est vraiment le cœur de métier, disons, des équipes du projet du jour le jour. Et bien évidemment, comme disait Thibaut tout à l'heure, ça a été le fruit d'une collaboration entre experts, entre associations patients, filières santé maladies rares. Donc c'est vraiment un gros travail et surtout c'est un travail qui continue, qui est fait régulièrement. Et surtout, c'est un outil qui évolue, donc avec des nouvelles pistes d'application et qui permet de faire vivre la solution et de la rendre utile et de la mettre à disposition aussi pour des questions de pilotage, d'études épidémiaux et surtout avec l'objectif ultime d'aider le patient dans son parcours de soins, de l'améliorer et vraiment de mettre à disposition plus facilement les nouveaux traitements qui arrivent sur le marché. D'accord. Chloé, votre association, il y a combien de personnes dans l'association aujourd'hui? Je ne saurais pas dire les chiffres, excusez-moi. Non, combien de personnes? Je ne parle pas des patients, je parle des gens qui... Il y a une dizaine de salariés qui travaillent pour l'association. Et puis, il y a également de nombreux bénévoles qui sont en région et qui nous soutiennent dans toutes nos missions. Donc, quels sont les projets de tous ces gens-là pour la suite?
Oui, alors un premier projet est mené par l'association ARSLA avec une société japonaise qui s'appelle Coefon et qui propose d'enregistrer sa voix pour les personnes qui redoutent le fait de pouvoir perdre leur voix à cause de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que la voix digitale pourra proposer plusieurs tonalités, ce qui permettra de refléter les différentes émotions qui sont très importantes dans la communication orale. Un deuxième exemple que je peux vous partager de projet est mené avec la société Breni et qui concerne plus des personnes qui ne peuvent pas ou plus utiliser des systèmes de suivi oculaire dont je vous parlais tout à l'heure et qui pourraient retrouver un accès à la communication alternative grâce à la pensée et un casque EEG couplé à une application sur un smartphone. Donc ce serait vraiment très très intéressant pour ces personnes qui ont beaucoup de difficultés pour pouvoir communiquer actuellement. Un autre projet dont je peux vous parler, qui est plus à destination des personnes aidantes, mais aussi des professionnels de santé, qui est construit en collaboration avec les centres de référence hospitaliers. Les centres SLA en l'occurrence. Il s'agit d'un e-learning pour mieux comprendre ce qu'est la maladie. C'est parti de l'information. Nous sommes partis du principe que effectivement peu de professionnels connaissaient la maladie, et cela pouvait freiner à des prises en charge. Un dernier projet dont je peux vous parler, un projet de recherche qui tâche à évaluer l'entraînement de la marche sur un tapis roulant. Avec les personnes seront munies également d'un casque de réalité virtuelle pour une immersion effectivement sonore et visuelle. Et donc un des objectifs est effectivement d'évaluer le bénéfice ressenti par les patients et puis pour effectivement l'impact sur leur qualité de vie. Donc finalement, effectivement, ça concerne des personnes en début de pathologie, bien sûr. D'accord, merci. Beaucoup de projets quand même très concrets. Docteur Prado, comment vous voyez un petit peu la suite de vos activités? Justement, quels sont vos projets? Pour quelle finalité? Eh ben, justement, c'est de pouvoir en fait pérenniser ce qu'on fait en hôpital de jour, en tout cas ici dans les maladies neuromusculaires, comme ce qui a été dit, de pouvoir potentialiser les effets des traitements quand les traitements sont disponibles par l'activité physique, de renforcer vraiment cette dose d'activité physique, que ce soit via la kinésithérapie et l'exercice aérobie, donc quelque type que ce soit, via les solutions digitales, donc apporter un meilleur suivi aux patients. Et voilà, donc le travail actuellement, c'est d'essayer d'intégrer en fait ces solutions et de développer ces solutions, en tout cas au sein de nos prises en charge. Et voilà, en espérant avoir par la suite tout le bénéfice qu'on peut espérer de l'utilisation de ces nouvelles techniques de soins. Merci. Biogène a plein de projets, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, je vais rebondir effectivement sur ce que disait le docteur Charles Prado, parce qu'on a des objectifs qui sont très, très communs finalement. Et je mentionne à nouveau Physiomie, mais dans les projets futurs, deux points que je peux mentionner. Le premier, c'est effectivement en lien directement avec Physiomie, c'est cette réflexion qu'on a en interne potentiellement à l'élargissement de l'accès de cette solution à l'avenir à d'autres maladies rares du coup qui pourraient en bénéficier, soit au travers de l'existant, soit au travers de modules complémentaires qui viendraient compléter finalement l'offre actuelle de Physiomie dans d'autres pathologies. Et puis une autre chose dont on s'est rendu compte, c'est que finalement un des freins à l'usage de cette solution, c'est aussi le fait que finalement beaucoup des soignants qui sont en ville et qui ne connaissent pas finalement les maladies neuromusculaires ou ces maladies rares, puisqu'ils ne sont pas formés à ces maladies pour un grand nombre d'entre eux, eh bien, on a travaillé justement sur cette problématique directement avec des experts de ces pathologies pour essayer de créer des modules d'information
sur les maladies rares et sur les maladies neuromusculaires pour leur permettre de mieux les comprendre, mieux aussi réadresser aux centres experts, puisqu'on a la chance en France d'avoir ces filières de santé maladies rares qui sont particulièrement experts, hein, que ce soit Brain Team pour l'ataxie de Friedreich par exemple ou Phil Nemus dans la SMA. C'est vraiment une chance, je partage ce message de manière très forte, on ne se rend pas compte, mais quand on est dans une société internationale, on discute avec tous nos collègues des autres pays et on critique beaucoup le système français, on aime bien ça en France et c'est vrai qu'il y a des difficultés, on en parle aujourd'hui et le digital peut apporter une solution, mais on a aussi la chance d'avoir des experts et des filières extrêmement structurées en France qui se renforcent avec aussi de nouveaux fonds pour des projets tels que la BNDMR et en fait j'en profite pour passer un mot sur le sujet de la BNDMR. Comme l'a dit Solange tout à l'heure, c'est la première fois finalement qu'un laboratoire pharmaceutique utilise cette base de données dans le cadre d'un accès précoce. Et du coup, on a essayé avec Biogène d'être pionnier dans cette démarche, puisque traditionnellement, les laboratoires ou les biotech ont une approche plutôt de le faire via une CRO classique et du coup de gérer eux-mêmes la collecte de données. Et donc là, on a souhaité effectivement le faire en collaboration avec vous. Parce que effectivement, ça allait aider les patients sur le court terme pour l'accès précoce de notre solution thérapeutique dans l'ataxie de Friedreich, mais également pour le futur, puisque ces données qui vont être collectées sont des données qui vont pouvoir servir à la recherche de manière plus large. Et on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, il y a de grosses problématiques aussi dans les maladies rares d'identification des patients et d'essayer potentiellement aussi avec des solutions d'intelligence artificielle de réussir à avoir une meilleure identification des patients en amont ou en aval finalement du processus. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans les 5 minutes qui nous restent, si vous aviez un message fort à faire passer au public, mais aussi au-delà du public, aux équipes politiques, à ceux qui gèrent notre système de santé, etc., quel message vous aimeriez faire passer, Solange ? Alors moi déjà, un grand merci parce que là, donc, le nouveau plan national maladies rares 4 est très investi au sein de la BNDMR et met à disposition effectivement des fonds pour améliorer la qualité aussi des données parce qu'on parle toujours d'outils déployés dans le cadre du soin. Les médecins sont très occupés, très pris, donc souvent la qualité malheureusement n'est pas au rendez-vous, mais là on va avoir des moyens pour pouvoir avoir une qualité encore meilleure et qui soit donc disponible pour des protocoles de recherche et mieux comprendre les parcours de soins des patients. Donc voilà ce que je peux dire. Docteur, un plaidoyer pour vos patients, pour le futur. Si on veut mieux intégrer ces solutions digitales et si on veut les utiliser plus largement, il faut forcément travailler sur les modalités de remboursement parce que forcément ça a un coût. Donc il faut pouvoir les intégrer. C'est vrai qu'on a la chance sur l'exemple de Physiomic que ce soit une solution gratuite. Donc c'est vraiment une chance parce que ça permet de l'utiliser tout de suite. Si on veut utiliser plusieurs solutions différentes, plusieurs modalités différentes, il va falloir un moment aussi qu'on se penche sur les modalités de remboursement parce que forcément, si on veut le proposer à un nombre de patients le plus large, si on veut que ce soit pérenne et efficace, il faut effectivement qu'on puisse avoir des décisions soient prises sur la façon de rembourser ces soins. Oui, c'est sûr. Alors, comme on l'a dit depuis le début, ce sont des maladies rares. Donc, trouver des business models et des remboursements, ce n'est pas complètement évident. Quel serait, pour Biogène, s'il y avait une baguette magique, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors déjà, nous, la première chose que je souhaite rappeler, c'est cette volonté que nous avons au sein de Biogène d'avoir une approche très collaborative avec l'ensemble des acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, on se rencontre pour la première fois, mais en tout cas, on essaie de nourrir vraiment ces relations avec l'ensemble des différents acteurs. Et moi, en tant que représentant de Biogène, j'appelle vraiment à cette démarche de co-construction. Aussi, je pense au docteur Prado qui est extrêmement engagé dans ces projets.
Il y a beaucoup de volonté de toutes parts, mais c'est vrai qu'il faut aussi donner l'espace à l'expression de chacun des acteurs pour pouvoir co-construire des solutions communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est aussi dans une année des Jeux Olympiques. Je parlais d'activité physique adaptée. Je m'en profite aussi pour le dire que l'activité physique, c'est pour tout le monde. Et c'est d'abord et surtout aussi pour les patients qui peuvent en bénéficier, pour les patients atteints de maladies rares qui peuvent gagner vraiment en qualité de vie grâce à de l'activité physique adaptée. Et donc, j'appelle à la possibilité d'avoir un certain nombre d'acteurs qui sont peut-être ici dans la salle à collaborer ensemble davantage pour pouvoir pousser ces solutions plus loin. Comme l'a dit le docteur Prado, éventuellement trouver des solutions aussi de valorisation de ces solutions, mais du coup de pouvoir les amener au maximum le plus loin possible pour améliorer le parcours de santé des patients qui sont atteints de ces pathologies. On va finir avec la voix des patients. Un coup de baguette magique, rembourser, collaborer et quoi encore ? Oui, nous attendons des solutions innovantes pour la qualité de vie des personnes en situation de handicap, mais aussi concernant l'accessibilité numérique en général, des outils grand public, parce que nos patients ils utilisent aussi des outils grand public. Et ils sont tout à fait demandeurs de développer les téléconsultations parce que ça leur est compliqué de pouvoir se déplacer. Donc toutes les solutions que vous proposez d'application ou tout ce qui permettra de réduire les temps d'errance au diagnostic, évidemment ce sera ça de gagner pour les patients. Et bien sûr on a besoin de moyens financiers pour pouvoir soutenir les travaux de recherche et continuer l'accompagnement des personnes malades et de leur entourage. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette table ronde. Merci au docteur Prado, merci Solange Romangous. Merci. Merci à vous deux.